On passe maintenant à ces 40 QCM, hein, questions isolées. Pour notre première conférence de cardiologie, alors vous le savez, des questions isolées, vous en aurez 120 le jour du concours de l'ECNI. C'est des questions qui pourront aller dans les coins et vous allez le voir, je vous ai posé des questions assez précises, c'est vrai, mais, et vous allez le voir tout de suite avec la première série de questions sur l'endocardite infectieuse, tous mes QCM reposent sur des recommandations. Et je pense que pour vous, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que d'abord, ça vous fait creuser un petit peu les recos, et puis surtout, c'est indiscutable. Donc, en plus, je vous ai mis les recommandations à chaque fois. On commence avec la recommandation de l'ESC 2009 sur les endocardites infectieuses. Premier QCM, citer les 3 principaux germes responsables d'endocardite. On en a un tout petit peu parlé dans un des premiers dossiers. Les streptocoques, en tête, vous le savez. En 2, les staphylocoques, avec le staphylocoque doré qui monte. Et 3, les entérocoques. Le fait d'être capable de hiérarchiser la fréquence des germes, c'est quelque chose de très sortable en maladie infectieuse pour vous à l'ECNI. Je vous recommande donc, par infection, d'avoir le top 5 des principaux germes par ordre d'apparition. Question suivante. Citer l'antibiothérapie préconisée pour la prophylaxie de l'endocardite. Alors, on n'en avait pas encore parlé, ultra consensuel. Vous le savez, c'est avant la réalisation d'un geste dentaire qui consistera en une lésion gingivale, la prise d'amoxicilline 2 grammes, Péros, 1 heure avant le geste. Ou, et donc il y avait une deuxième proposition à cocher, la clindamycine, 600 mg Péros, pareil, 1 heure avant le geste, en cas d'allergie aux pénicillines. Je vous demande absolument de retenir la clindamycine, c'est à mon sens ce qui pourrait tomber pour vous. Alors là, un petit focus, les indications à l'antibioprophylaxie, eh bien, il y a une seule circonstance où cette antibioprophylaxie est recommandée, c'est chez les patients qui ont une cardiopathie à haut risque, on voit sur la diapositive suivante à quoi ça correspond, et pour un geste à risque, et ce geste à risque, c'est geste dentaire, chirurgie dentaire avec lésion de la gencive, et puis tout ce qui est prophylaxie avant une coloscopie ou geste cutané chez le dermatologue ou autre, pas d'antibioprophylaxie. La recommandation de 2009 est extrêmement claire par rapport à cela. Alors justement, en diapo suivante, les 2 groupes à risque d'endocardite infectieuse, pareil, ça pourrait faire un petit QCM. Je vous demande de retenir le groupe A haut risque d'endocardite, avec tous les patients qui ont une prothèse valvulaire, que cette prothèse soit mécanique ou biologique, bioprothèse. Les cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées, attention, si elles sont opérées, ce n'est plus un groupe à haut risque, mais à risque moins élevé, le groupe B comme vous le voyez. Et enfin 3, antécédents d'endocardite infectieuse. Tout patient qui, une fois dans son histoire, a fait une endocardite infectieuse, est clairement à haut risque d'en refaire. Chez ces 3 types de patients, à chaque fois qu'ils vont chez le dentiste, boum, amoxicilline Péros 2 grammes 1 heure avant le geste, ou si allergie aux pénicillines, clindamycine 600 mg. Parfait. Question suivante, citer les terrains particuliers où la présence d'une fièvre doit faire éliminer d'emblée une endocardite. Super important cela. Cardiopathie congénitale, bien sûr, car ce sont des patients à haut risque d'endocardite, a fortiori cyanogène et non opéré comme on vient de le voir, l'immunodépression, toute fièvre prolongée chez l'immunodéprimé doit faire réaliser des hémocultures et une échographie cardiaque pour éliminer l'endocardite, matériel intracardiaque, valvulaire ou non, et enfin l'antécédent d'endocardite. Ça, je veux que vous l'ayez en tête. Je l'ai déjà dit 2 fois, mais c'est que un patient qui, une fois fait une endocardite infectieuse, vous lui mettez un coup de tampon sur le front, inscrit « Ce patient est à haut risque de refaire une endocardite ». Et donc, dès qu'il aura une fièvre, un souffle modifié ou quoi que ce soit, un P de travers en cardiologie, j'ose le dire comme ça, vous traquez l'endocardite infectieuse. Ça, vous ne me faites pas le dire une 3e fois. Question suivante, question 4. Citer les anomalies échocardiographiques correspondant à un critère majeur de Dukes. On l'a vu aussi tout à l'heure. Moi, j'aime bien vous refaire un petit peu comme ça des petits feedbacks, que les choses finissent par rentrer. 1. L'abcès périvalvulaire, bien sûr. 2. Une nouvelle fuite péri- ou paraprothétique. La présence de végétation. Et enfin, une nouvelle fuite valvulaire. QCM5, citer les principales manifestations immunologiques des endocardites. Alors ça, c'est intéressant
puisqu'on est un peu tous capables de cocher les propositions liées aux signes extracardiaques d'endocardite infectieuse. Là, le QCM est un petit peu plus précis, puisqu'il vous demande de cocher les manifestations immunologiques. Non pas vasculaires, non pas infectieuses, mais immunologiques. Glomérulonéphrite, présence d'un facteur rhumatoïde, je dis oui. Je m'arrête une seconde là-dessus. Le facteur rhumatoïde est est une entité sensible en immunologie, mais peu spécifique. Vous le retrouvez dans les endocardites infectieuses. Vous le retrouvez bien sûr dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est d'ailleurs là où il est le plus décrit. Et puis, est-ce que vous avez une idée d'une troisième entité qui donne les taux de facteurs rhumatoïdes les plus élevés? On a dit endocardite, polyarthrite. Est-ce que vous avez le troisième en tête? Difficile ça. Hein. Si vous l'avez, vous devez prendre médecine interne. Syndrome de Gouge-Rosegren. Ok? Excellent. Ensuite, donc, troisième manifestation immunologique, les nodules de Roth, on en a parlé, au fond d'œil, et le faux panari d'Hössler. Eh bien, toutes ces entités, ce sont des entités immunologiques qui, en fait, sont liées à des dépôts un peu partout dans le corps de complexes immuns. C'est quoi un complexe immun? C'est un antigène, la bactérie, un anticorps, qui vient se fixer de notre corps, qui vient se fixer à cet antigène pour être capable de contrôler. Le tout forme ce qu'on appelle un complexe immun. Il y en a plein et il se dépose un peu partout. Lorsqu'il se dépose au niveau de la chambre glomérulaire, cela donne des glomérulonéphrite. Lorsqu'il se dépose au niveau de l'œil, cela donne des nodules de Roth. Lorsqu'il se dépose au niveau de nos extrémités, cela donne des faux panari d'Hössler au niveau du membre supérieur. Ok? Comprenez encore une fois ce que vous apprenez, vous n'en serez que plus fort. Question suivante, citez les principales causes d'insuffisance rénale aiguë chez les patients hospitalisés pour endocardite. Alors ça, je vous le dis, c'est une question qui est tombée, telle quelle, à l'ECN en 2010. Tout ce qui est tombé retombera. La néphrite tubulo-interstitielle iatrogène, bien sûr, essentiellement liée aux aminosides, autrement dit dans l'endocardite à la gentamicine, excellent. L'infarctus rénal, bien sûr, par un mécanisme embolique. Hein, il y a un petit bout qui se détache de la végétation, qui vient créer de l'ischémie au niveau de l'une des artères rénales, donnant un infarctus rénal. Ensuite, la nécrose tubulaire aiguë, elle peut être de multiples causes. D'abord sur un état de choc, choc cardiogénique ou choc cardiogénique et septique, un choc mixte qui entraîne une situation d'hypovolémie à l'origine de la nécrose tubulaire aiguë ou est également lié aux médicaments. Cela peut être lié aux diurétiques de Lens que l'on prescrit pour le traitement de l'OAP ou encore lié aux aminosides, la gentamicine une nouvelle fois. Enfin, la glomérulonéphrite, belle entité de néphrologie, vous le reverrez avec le conférencier de néphrologie, la glomérulonéphrite rapidement progressive de type 2, hein, vous verrez qu'il y a 3 types, type 1, type 2, type 3. Glomérulonéphrite de type 1, on se fait un petit rappel néphro. Vous êtes des 4 les amis, je vous chauffe. Glomérulonéphrite rapidement progressive de type 1, c'est quoi? C'est les syndromes pneumorénaux, au premier rang duquel la maladie de Goutte-Pasteur. Excellent. Le type 2, eh bien, c'est quoi? C'est des mécanismes auto-immuns, immunologiques qui sont responsables de dépôt de complexes immuns dans la chambre glomérulaire. L'endocardite, ce qu'on voit là, mais également le lupus érythémateux disséminé, la cryoglobulinémie, le purpura rhumatoïde, que des choses ultra excitantes. Et puis 3, la glomérulonéphrite rapidement progressive de type 3, ce sont quoi? Ce sont les vascularites à ANCA. Ok? Avec la maladie de Wegener, ou qu'on appelle maintenant granulomatose avec polyangéite, la polyangéite microscopique et le Sjögren-Strauss. Ok? On a fait le point sur cette entité néphro ultra tombable. QCM numéro 7, citez les 2 antibiotiques à forte toxicité rénale utilisés dans le traitement des endocardites. Vous ne pouvez pas avoir tout bon à cette question, ultra classique, les glycopeptides, la vancomycine, vous le savez, et les aminosides, à savoir, je l'ai déjà dit 15 fois, la gentamicine, parfait. Les autres antibiotiques cités ne sont pas à toxicité rénale. Question 8, quelles sont les manifestations des endocardites sur sonde de pacemaker? Je m'arrête une seconde là-dessus avant de donner les réponses. Tout le monde ne parle que des endocardites sur valve. Valve native, valve prothétique, oui. Est-ce que c'est l'entité la plus tombable dans l'endocardite? Oui, clairement oui. Mais n'oublions pas l'endocardite sur sonde de pacemaker. Ça arrive, c'est bien décrit dans vos bouquins, et à mon sens, ce serait une manière un peu plus sélective
de vous faire redécouvrir les concepts d'endocardite infectieuse. Le concept est simple, vous savez que le pacemaker, c'est quoi? C'est le traitement des troubles de la conduction de haut degré. J'ai juste ici un petit boîtier au niveau pectoral gauche sous-cutané correspondant au boîtier de pacemaker, puis une à deux sondes, une première sonde qui arrive au sein de la cavité du ventricule droit, une éventuelle deuxième sonde au niveau de l'oreillette droite. Lorsqu'on a un PM double chambre, en général la règle en France, je pense que vous le savez, eh bien on peut avoir sur ce matériel étranger situé au sein des cavités droites, des petites bactéries qui viennent se fixer à cette sonde, donnant des endocardites sur sonde. Ok? Connaissez cette entité, je vous en supplie. Alors, c'est quoi les manifestations? D'abord, les végétations sur sonde, c'est oui, donc là, je donne les réponses. Ensuite, le staphylocoque doré, oui, c'est le premier germe des endocardites sur sonde de pacemaker. Staphylococcus aureus. Des signes locaux au niveau de la loge de pacemaker, super important. Le germe est capable de remonter, de créer une inflammation locale. Et donc, souvent, en regard du boîtier, j'ai une peau qui est rouge, chaude, douloureuse. OK ? Le hoquet, aucun rapport. Hein. La réponse D, elle est bien sûr fausse. Encore une fois, ne soyez pas étonnés par des signes comme ça un petit peu curieux. Le hoquet dans ce contexte évoquerait quoi? Une irritation du nerf phrénique. Il ne passe pas du tout par là. Et enfin, des embolies pulmonaires septiques. Oh que oui, ça c'est une bonne réponse. Peut-être pas si évident que cela. On revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le dossier d'endocardite infectieuse. Je vous avais dit que lorsque l'endocardite naissait du cœur gauche, l'embolie partait au niveau de l'aorte et donc dans la circulation systémique, touchant le tube digestif, les reins, la rate, voire même le cerveau, etc. Ok. Mais que lorsque l'endocardite infectieuse était localisée au niveau du cœur droit, eh bien l'embolie allait au niveau de l'artère pulmonaire et donc cracher les emboles directement dans les poumons. Et bien là, je vous ai bien dit que les sondes de pacemaker, elles étaient dans le cœur droit. Donc, lorsqu'il y a embolie sur endocardite de sonde de pacemaker, ça se fait toujours via l'artère pulmonaire au niveau des poumons. Ça ressemble à quoi d'ailleurs des emboles pulmonaires septiques? Eh bien, à la radio, j'ai quoi? Un aspect en lâcher de ballon. Et oui, de multiples opacités, plutôt arrondies, bilatérales, diffuses. Autrement dit, vous le saurez maintenant, à la fin de ce petit topo, deux grands diagnostics à évoquer devant une radio en lâcher de ballon. Un, des métastases pulmonaires pour un cancer quelconque, du poumon, du testicule, du sein, que sais-je. Et deux, des emboles septiques qui peuvent extrêmement être évocateurs d'une endocardite infectieuse du cœur droit. On en a fini pour ces quelques QCM traitant de la reco de l'ESC 2009 sur l'endocardite infectieuse. On passe à une nouvelle recommandation, la surveillance des porteurs de valves et de prothèses vasculaires. Mise à jour des recommandations de la Société française de 2008. QCM suivant donc, citer les deux principales complications de la fibrinolyse dans les thromboses de prothèses valvulaires. Alors vous le savez, lorsqu'il y a thrombose sur prothèse, c'est d'abord une complication qui peut être gravissime, un taux de mortalité qui est important. Le traitement, c'est la fibrinolyse ou thrombolyse. On injecte immédiatement un médicament qui va fluidifier le sang de manière extrêmement intense et va essayer de faire fondre, de dissoudre, pour être plus précis, le thrombus. Deux grandes complications, vous devez le savoir. La première, c'est l'hémorragie. On le comprend. Tout anticoagulant, antiagrégant, thrombolytique, une complication, c'est l'hémorragie et également l'embolie. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications un petit peu de l'hémostase au niveau local qui peuvent conduire à la formation de petits thrombus qui vont se détacher et donc ne plus devenir des thrombus mais des emboles et pouvoir emboliser à distance. Bien, question de cours à connaître. Nouvelle recommandation sur l'athérome, recommandation sur de l'ESC 2011. Vous avez vu, je ne me moque pas de vous. Je ne suis pas en train de vous donner des petits QCM à gnognotte, je vous donne des QCM systématiquement sortis des recommandations françaises et européennes. Donc QCM suivant, détailler les 5 éléments du syndrome métabolique. Syndrome métabolique ultra à la mode. Alors le problème, c'est que on nous dit que c'est ultra à la mode depuis 3 ou 4 ans, donc à un moment, il y aura une date de péremption à ce ultra à la mode. Mais bon, on va dire que ça l'est encore, ça fait 3 ou 4 ans que les cardio-endocrinos ne parlent que de ça, le syndrome métabolique. Alors vous devez être capable de le diagnostiquer, et bien toutes les réponses sont justes, donc on va le voir.
la définition elle est assez précise. Il faut qu'il y ait présence d'au moins 3 critères parmi les 5 suivants. 1. Obésité androïde, autrement dit la brioche au niveau abdominal, tour de taille de plus de 88 cm chez la femme ou plus de 102 cm chez l'homme. Une glycémie à jeun supérieure à 1 g par litre, qui traduit finalement plutôt un phénomène d'insulinorésistance. Attention, on n'est pas forcément diabétique. Je vous rappelle que la définition du diabète, c'est une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre, mesurée à 2 reprises. Troisième paramètre, l'hypertension artérielle, avec un critère un peu particulier, un 130/85. Je vous demande de le retenir. Une hypertriglycéridémie supérieure à 1,5 g par litre ou une baisse du bon cholestérol, l'HDLC, inférieure à 0,4 g par litre chez l'homme ou inférieure à 0,5 g par litre chez la femme. Je vous ferai donc remarquer que l'élévation du LDL cholestérol, si important lorsqu'on prend en charge les dyslipidémies, ne rentre pas en compte dans la définition du syndrome métabolique. Très important. Si vous regardez mon topo de consensus, prise en charge des dyslipidémies ESC 2011, vous verrez que je vous réexplique ça en détail. C'est très important de comprendre que l'hypertriglycéridémie donne le syndrome métabolique, tandis que un taux élevé de LDLC donne de l'athérome. Pas la même chose. Très très bien. Question suivante, QCM numéro 11. Citez les examens quantifiant l'athérosclérose infraclinique. Oh que c'est important, on est dans le monde du dépistage, j'oserais presque dire du diagnostic précoce, pour affiner le risque cardiovasculaire global. Alors là, clairement, il faut évoquer l'index de pression systolique, l'IPS, qui se mesure en faisant le rapport de la pression artérielle de la cheville sur la pression artérielle du bras, indispensable pour diagnostiquer le plus précocement possible une AOMI, puisque je vous le rappelle, un IPS inférieur à 0,9 est en faveur d'une artérite oblitérante des membres inférieurs. Deuxième entité, ça je pense que moins d'entre vous l'avez coché, épaisseur intima média en ETT. C'est très important puisque des modifications de cette épaisseur, une épaisseur média intima affinée est un marqueur d'agression de l'artère, un marqueur précoce qui, d'entrée de jeu, doit conduire à une stratégie à la fois diagnostique et thérapeutique plus agressive sur le plan cardiovasculaire pour ces patients. Enfin, des calcifications qui sont vues non pas en IRM cardiaque, attention, vous ne me cochez pas la proposition D, mais bien au scanner cardiaque. Alors ça, c'est nouveau, mais encore une fois, ça fait partie de la recommandation. Je veux que vous ayez en tête qu'il existe maintenant des scores calciques permettant d'évaluer le degré de calcification des artères du corps, et cela est directement corrélé à l'atteinte cardiovasculaire des patients. Question suivante. Alors, des chiffres. En voulez-vous, en voilà, ça vous aimez pas, c'est chiant, c'est pas glamour, ça vous s'écrase bien, ça vous sélectionne bien, donc il faut vous y préparer pour le jour J. À partir de quel LDLC recommande-t-on un régime diététique en prévention primaire? Alors c'est quoi la prévention primaire? Prévention primaire, ça signifie mesure qui a comme objectif de prévenir l'apparition de la maladie. Autrement dit, je ne suis pas encore malade. J'ai pas fait d'infarctus, j'ai pas fait d'OMI. Donc c'est qui rentre dans le cadre de la prévention primaire? Eh bien c'est vous, c'est moi, c'est des patients plus ou moins jeunes qui n'ont pour le moment pas eu d'événement cardiovasculaire. Alors je veux que vous reteniez, c'est très important, qu'on recommande la mise en place d'un régime diététique un peu plus précis dès que ce LDLC est supérieur à 4,1 millimoles par litre pour tous. Pour tous, quel que soit notre âge. Ce chiffre-là, je suis sûr que vous ne l'aviez pas en tête. Et justement, c'est pour ça que je vous la pose. Clairement, là, c'est une question de coin qui ferait la différence le jour J. Et puis, à partir du moment où j'ai au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire, ambiance, hypertension, je fume, et bien là, le LDLC, dès qu'il est supérieur à 3,4 millimoles par litre, je dois mettre en place un régime diététique. Encore une fois, distinguez bien les facteurs de risque cardiovasculaire qui font encore partie du monde de la prévention primaire, des pathologies cardiovasculaires elles-mêmes, infarctus, AVC, AOMI, où là on n'est plus du tout dans la prévention primaire, mais bien dans la prévention secondaire. Question suivante, citez les 3 situations où les statines ne sont pas choisies dans le traitement des dyslipidémies. J'adore ce QCM. Ce QCM représente, à mon sens,
le genre de question qui fait la différence entre l'étudiant qui a compris et celui qui est dans une espèce de flou artistique qui essaye de bluffer le jour J. Pourquoi? Parce que quand on lit un cours sur les dyslipidémies, la reco ESC 2011 sur les dyslipidémies, on a l'impression qu'on met des statines à tout le monde. Eh bien la question, c'est quoi? C'est chez qui on ne met pas de statine? 3 situations. 1, une intolérance aux statines. C'est bête, mais il faut y penser. Tous les patients ne tolèrent pas bien les statines. Alors, allez, on se fait un petit feedback. Vous êtes en D4, normalement les statines, ça doit être facile pour vous. Ce sont quoi les motifs d'intolérance aux statines? Allez, on se les dit ensemble. 1, une intolérance qui peut être digestive. Ça peut donner des diarrhées ou des constipations selon les patients, des petites douleurs abdominales, quelque chose de plutôt fonctionnel. 2, le plus classique, ça reste des crampes, myalgie avec une élévation des CPK. Vous vous rappelez qu'un taux de CPK supérieur à 5N doit faire discuter avec vivacité l'arrêt des statines. Et enfin, vous savez que les statines ont également une toxicité hépatique. Toute cytolyse hépatique avec azatalate supérieur à 3N doit faire arrêter les statines. Bien. Deuxième situation où on ne prescrit pas de statine dans un contexte de dyslipidémie, c'est lorsque le LDL-C est inférieur à 1 gramme par litre, avec une hypertriglycéridémie et un HDL-C bas. Encore une fois, dans le consensus de dyslipidémie, je vous en parle bien, il y a 2 grands mondes à distinguer dans la dyslipidémie, élévation du LDL-C, élévation des triglycérides. Le traitement de l'élévation du LDL-C, c'est la statine, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Et on prévient quel risque? L'athérome, j'en ai parlé à l'instant. Par contre, lorsqu'on est dans une hypertriglycéridémie et isolé, sans élévation du LDL-C, là, le traitement de choix, ce sont les fibrates et non pas les statines, pour prévenir non pas l'athérome à proprement parler, mais plutôt le syndrome métabolique, signe d'insulinorésistance. Bien. Dernière situation, lorsqu'on a une hypertriglycéridémie sévère, définie, je vous demande de retenir ce chiffre par une valeur supérieure à 4 grammes par litre, là, on ne met pas de statine en première intention, mais des fibrates. OK ? Retenez, je vous en supplie, ces 3 situations. Dans toutes les autres, vous mettez des statines. Question suivante, citez les modalités médicamenteuses aidant au sevrage tabagique. Bon, petite question sympa. Celle-là, elle tombe le jour J, vous avez un petit sourire, vous cochez en douceur. Elle est partout. Dans plein de livres, elle tombe très souvent en partiel d'addictologie de différentes facs. C'est la question QCM classique. Voilà, faut l'avoir vu au moins une fois. D'abord les inhalateurs de nicotine, ensuite le bupropion. Vous savez que c'est un médicament addictolytique qui a pour but de casser l'addiction qu'on a au tabac. Les substituts nicotiniques type patch, les gommes à mâcher et la varénicline. Et donc varénicline, bupropion sont 2 addictolytiques de deuxième intention dans le sevrage du tabac. En première intention, c'est substitut nicotinique associé à un soutien psychologique. Si cela ne marche pas, on peut proposer bupropion, varénicline. On passe à une nouvelle recommandation, la recommandation sur l'hypertension artérielle de l'ESC 2007. On verra un peu plus tard qu'il y a une autre recommandation française, celle-là de la SFHTA 2013. Mais encore une fois, là, les QCM que je vous présente ne sont pas en contradiction, bien sûr. Citez les organes cibles de l'hypertension. Alors, cette question, elle est ultra importante. Non pas qu'elle tomberait comme ça, mais parce que ça me permet de repasser un coup sur l'obsession que vous devez avoir chez un hypertendu de traquer ces 5 organes cibles. Le QCM, là, je vous le dis, c'était pour moi un alibi pour vous faire de la pédagogie. Un patient hypertendu, vous ne voyez pas juste ce chiffre de pression artérielle qui est élevé, mais vous voyez ces 5 organes cibles. Le rein, plutôt les reins, on en a 2 en général le plus souvent, le cerveau, les vaisseaux, le cœur et les yeux. OK ? Systématiquement, vous traquez ces 5 organes cibles. Et moi, je vous le dis, je l'avais déjà dit sur ma reco de consensus sur l'HTA. Lorsque je suis de garde et que je suis appelé pour un patient qui est en poussée hypertensive, qui est en train d'être sur un tableau d'urgence hypertensive, je vous jure que lorsque je l'évalue, je passe, avant même de réfléchir, au travers de ces 5
organes cibles et je traque un par un. Monsieur, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est flou? Je recherche l'œil. Je fais un examen neurologique pour rechercher un éventuel AVC. Je recherche une douleur thoracique, la pression artérielle aux deux bras pour éliminer un SCAST plus une dissection aortique. Au niveau rénal, je demande si le patient a pissé, s'il a maintenu une bonne diurèse. J'évalue immédiatement sa fonction rénale. Je recherche une éventuelle hématurie qui évoquerait un infarctus rénal dans ses urines. D'accord? Donc je fais ce match des 5 organes cibles. Je vous en supplie, vous retenez ça en tête systématiquement. Vous sauverez des vies. Vous serez bon à l'ECNI, puis après vous sauverez des vies. Je vous assure que ça peut faire plaisir aussi. QCM numéro 16. On reste dans ce monde de l'hypertension, de la crise aiguë hypertensive. Détailler les stades, Case et Wegener, peu importe, des atteintes rétiniennes de l'hypertension au fond d'œil. Alors ça, cette question-là, elle est ultra tombable. Connaissez vos classifications, vos stades pour le CNI. Eh bien, les réponses justes, c'est que le stade 1, c'est bien un rétrécissement artériolaire diffus. Stade 2, signe du croisement avec les veines et les artères qui se croisent et la veine vient écraser l'artère. Stade 3, hémorragie, exsudat. Stade 4, œdème papillaire. QCM suivant, citez les principaux effets secondaires des IEC. Alors moi je vous le dis à mon sens, l'une des entités qui fera la sélection le jour J à l'ECNI parce qu'elle le faisait depuis plusieurs années, la sélection à l'ECN, c'est la pharmacologie. Connaissez vos médicaments. Connaître un médicament, c'est en connaître les indications, les modalités d'administration, les contre-indications et les effets secondaires. Ce sont des QCM toujours agressifs parce qu'en fait, on ne peut pas les inventer. Ok? Donc, du boulot. 3 effets secondaires à mémoriser des IEC, les amis. La toux, bien sûr. 2, l'hyperkaliémie. 3, l'insuffisance rénale aiguë. Ce qui explique qu'à l'introduction des IEC, on aime bien réaliser, une semaine après l'introduction, un ionogramme pour évaluer la kaliémie et une créatininémie pour évaluer la fonction rénale. Il est recommandé d'avoir une élévation de la créatininémie de 20 à 30%. C'est fréquent, c'est classique et c'est même un signe de bonne réponse à l'IEC. Au-dessus de 20 à 30%, cela signe une insuffisance rénale aiguë trop importante à l'introduction des IEC, qui doit faire suspecter quoi à MID4 ? Bien, une sténose des artères rénales bilatérales ou sténose de l'artère rénale sur rein unique. Ça, c'est un classique, hein, vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Alors, je me permets de vous en poser une petite comme ça, qui a été posée à des étudiants de Paris 7 à un partiel il n'y a pas très longtemps, et je la trouvais assez sympa, donc je vous la donne, on vous donne tout. Quelle est la première cause de toux chez un insuffisant cardiaque sous IEC? Et il y avait toute une liste à cocher. Je le redis, première cause d'une toux chez un insuffisant cardiaque sous IEC. Et tous les gogos ont coché quoi? Bon, les gogos, c'est les étudiants de P7, hein, vous savez bien que je les adore aussi. Ont coché quoi? Ont coché, ben c'est iatrogène aux IEC. Alors c'est vrai que les IEC donnent une toux, on vient de le dire, mais vous savez quelle est la première cause de toux chez un insuffisant cardiaque? Eh bien, c'est la stase pulmonaire, la congestion pulmonaire. Lorsque l'insuffisant cardiaque n'est pas suffisamment équilibré, il a un petit peu d'eau dans les poumons, ce qui donne une dyspnée d'effort, que vous connaissez, hein, la classification NYHA 1 à 4, et également une petite toux. Ok, vous le retiendrez, ça pourrait être une question de la banque CNI. Question suivante. Quand recherche-t-on une HTA secondaire? Alors vous le savez, on oppose 2 grandes hypertensions artérielles. HTA primitive, liée au monde cardiovasculaire, souvent une part de prédisposition génétique et familiale. Et puis l'HTA, hypertension artérielle, secondaire. Secondaire à une autre pathologie. Ça c'est important puisque dans ce cadre de l'hypertension artérielle secondaire, l'hypertension n'est qu'un petit drapeau qui nous dit « Attention Coco, il y a une maladie en dessous à diagnostiquer et à traiter ». Eh bien, il y a 4 circonstances où vous devez être capable d'évoquer une hypertension artérielle secondaire et de la rechercher. 1, devant une hypertension artérielle résistante. Je vous rappelle la définition d'une hypertension artérielle résistante tombée à l'ECN en 2013, cette question. C'est quoi? C'est des chiffres de pression artérielle qui restent trop élevés malgré
un traitement optimal comprenant une trithérapie avec au moins un diurétique thiazidique. Ok ? Ensuite, un sujet jeune de moins de 30 ans. Ben oui, je ne suis pas censé avoir de l'hypertension artérielle avant 30 ans. Si j'ai de l'hypertension artérielle avant 30 ans, c'est que probablement j'ai une autre maladie, plutôt de type endocrinienne, qui est à l'origine de cette hypertension artérielle. 3, bon, ça c'est un peu évident, hein, vous êtes obligé de la cocher, des points d'appel cliniques, biologiques, interrogatoires, évocateurs d'autres choses. Ambiance, oh j'ai mal à la tête, j'ai des sueurs, j'ai l'hypertension, bon bah on pense au phéochromocytome, hein, dès qu'on a des signes qui nous interpellent sur une autre pathologie. Et puis le dernier, une pression artérielle supérieure ou égale à 180-110. Autrement dit, je vous le rappelle, la définition d'une hypertension artérielle de stade 3, d'emblée ou s'aggravant rapidement. Ça aussi, je veux que vous l'ayez en tête. Une hypertension artérielle primitive, le patient en général, il est stade 1 ou 2, on le traite, ça va un peu mieux, puis il prend un peu moins ses médicaments, on le retraite, et puis progressivement, il peut apparaître une HTA de grade 3, mais après plusieurs années de traitement, plus ou moins bien pris, d'écart au régime, que sais-je. Une hypertension artérielle qui apparaît d'emblée grade 3 avec des taux de systolique supérieurs à 180 ou diastolique supérieur à 110, ce n'est pas normal dans un contexte d'HTA primitive. Bien. Question suivante, QCM 19. Quelle maladie génétique prédispose au phéochromocytome? Encore une fois, ça ne s'invente pas. Le jour J, soit vous avez révisé cette question, et là, vous souriez, soit vous n'avez pas révisé cette question, et là, souffrance, larmes, sang, sueur, pas bien. Ok? Donc, vous bossez vos questions, c'est indispensable. 1. La maladie de von Hippel-Lindau. Question tombée à l'ECN 2013, maladie de von Hippel-Lindau. Donc, pour ceux qui se disaient, oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte von Hippel, quoi? Tombé, les amis. 2. La NEM, néoplasie endocrinienne multiple de type 2. Attention, il y avait la NEM 1, la NEM 2. Ben, c'était la NEM 2. NEM 1, c'est autre chose. Il n'y a pas le phéochromocytome. Ce sont plutôt des tumeurs endocriniennes pancréatiques comme l'insulinome, tombé en 2005. Et enfin, dernière réponse, la neurofibromatose de type 1. Ok, 3 pathologies que je vous demande de retenir, 3 maladies génétiques qui prédisposent au phéochromocytome. Question suivante, citez les principales étiologies d'hyperaldostéronisme primaire. Eh bien là, il fallait retenir ces 3 diagnostics, il n'y en a que 3. Hyperaldostéronisme primaire, 3 diagnostics. 1, adénome surrénalien, ou on dit également adénome de Kohn, non propre, CO2N. Hyperplasie bilatérale des surrénales, ou enfin, corticosurrénalome. Alors, quelle est la différence entre l'adénome et le corticosurrénalome? L'adénome, c'est une tumeur bénigne, alors que le corticosurrénalome est une tumeur maligne. C'est un cancer de la surrénale. Alors, attention, l'état de choc, le réglisse, tout ça, ce sont des causes d'hyperaldostéronisme secondaire. Bien faire la distinction.